va commencer du coup. Donc je vais vous faire une introduction à ce qu'est GraphQL et comment l'exploiter d'un point de vue d'un attaquant. On va essayer de voir un peu qu'est-ce que GraphQL, les différences entre GraphQL et REST, donc les API REST. On va voir un peu comment faire un peu de reconnaissance dessus, donc comprendre comment ça fonctionne, trouver des endpoints, etc. Ensuite, on va voir comment exploiter tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec les informations qu'on a eues, et qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue attaquant. On va voir quelques recommandations pour sécuriser votre endpoint GraphQL, et on va voir tout ça avec des challenges aussi. Alors GraphQL, c'est un langage un langage de requête qui a été développé par Facebook en 2012, qui a été utilisé en interne pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, ils ont rendu ça open source et public, en se disant que ça allait être utile à d'autres organisations. Et ça a été le cas, donc maintenant il y a Twitter, il y a GitHub, PayPal, etc. qui utilisent ce langage. Donc ça va nous permettre de faire de manipuler un peu nos API et d'interagir avec. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une alternative à REST qui fait la même chose en fait. Et on va voir pourquoi les développeurs peuvent hésiter à choisir GraphQL ou REST dans l'intégration de leurs API. Alors REST API, c'est pareil, c'est pour interagir avec des API. Un point important de REST, c'est qu'en fait, on dit qu'il a de multiples endpoints, c'est-à-dire qu'en fait, il a une URL pour un endpoint. C'est-à-dire que là, je vais accéder à l'URL API, REST et /profile pour obtenir des informations sur mon profil, mais je peux aller sur /blog pour avoir des informations sur un blog, /comment pour avoir des commentaires, change password pour changer mon mot de passe. Bref, il y a plein d'options possibles. Et du coup, il y a plein d'URL différentes. On peut avoir API /v1, etc. Et du coup, ça nous amène au point qu'on appelle soit l'underfetching ou l'overfetching. C'est le fait d'avoir soit pas assez d'informations, soit trop d'informations par rapport à ce qu'on cherche. Donc là, typiquement, je fais une requête sur /profile et j'ai comme réponse HTTP l'identifiant de mon profil, mon username, mon email, ma date de création de compte et mon avatar. Mais on ne peut pas vraiment filtrer directement dans la requête HTTP par défaut, juste à l'identifiant, juste à l'username, si on a besoin de récupérer qu'un seul champ parmi tous. Donc on peut le faire après si on utilise un langage de programmation pour faire nos requêtes, mais directement dans notre requête, on ne peut pas. Et alors, REST c'est basé sur des conventions HTTP, c'est-à-dire que pour récupérer de la donnée, on va utiliser GET en protocole HTTP. Sinon, on va utiliser POST ou PUT pour insérer de la donnée, et on va utiliser delete pour supprimer des données, en cas général. Et c'est pour ça qu'en fait c'est assez supporté par tous les frameworks et langages, parce que c'est assez facile à utiliser et que c'est assez natif. La différence avec GraphQL, c'est déjà qu'il n'y a qu'un seul endpoint. Donc en gros, on va juste avoir post API, enfin on va juste avoir /GraphQL, je veux dire, et on va faire nos requêtes ici à ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, typiquement, par rapport à la slide d'avant, je faisais une requête sur mon profil et je voulais récupérer des informations. Là, je spécifie dans ma requête, du coup, query c'est pour spécifier qu'on fait une requête. On a un objet user qui contient les champs ID, username et email, et on veut juste ces champs-là. Donc ça, c'est une requête GraphQL. Et la réponse HTTP qu'on a, c'est juste les champs qu'on a demandé. Donc ça, c'est un autre point intéressant de GraphQL, c'est qu'on demande uniquement ce qu'on veut et on reçoit seulement ce qu'on a demandé. Donc ça, c'est assez intéressant. Un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en fait, on peut grouper nos requêtes en une seule requête HTTP. Donc on peut faire une requête GraphQL par exemple dans ces requêtes HTTP pour les informations sur notre utilisateur, et retour à la ligne, on peut refaire une requête pour demander par exemple les commentaires sur un post, ou comment fonctionne, enfin, ou changer son mot de passe. Bref, on peut mettre autant de requêtes qu'on veut. Et d'ailleurs, on peut juste modifier, on peut faire juste une requête à user, à l'objet user avec juste l'ID username ou juste l'email. Bref, c'est assez flexible. D'un point de vue sécurité, c'est assez intéressant GraphQL aussi, parce que par défaut, nos objets, enfin nos données, elles sont typées. C'est-à-dire que
Là on a un identifiant qui est typé en tant que integer, du coup en int. Là on a un username, c'est un string. Et du coup, pour faire une vérification côté serveur, quand on veut bien recevoir les bons types, bah, ça va être assez facile à faire parce que c'est déjà défini par défaut. Donc on n'a pas besoin de typer nos données après coup. Je sais pas si j'étais bien clair, mais bon. Et donc le, le groupement de tout ça fait qu'en fait bah, c'est assez flexible. Et si vous avez une application qui est en évolution assez constante, bah, GraphQL ça peut être assez intéressant. Après, il n'y a pas vraiment de meilleur entre GraphQL ou REST, tout dépend de l'utilisation que vous en faites et de votre besoin. Maintenant, on va voir comment faire un peu de reconnaissance pour trouver des endpoints GraphQL d'un point de vue attaquant. Comme on a vu juste précédemment, on a donc des endpoints et on en a qu'un seul. Enfin, on a un endpoint du coup. Et le but, ça va être de trouver cet endpoint pour l'attaquer, pour essayer de faire des choses dessus. Et donc en général, ils sont assez reconnaissables parce que bah, ils s'appellent GraphQL. Donc on peut essayer d'accéder à slash API GraphQL, on peut essayer d'accéder à slash GraphQL, GraphiQL. GraphiQL c'est une interface graphique pour interagir avec GraphQL. Et enfin bref, il y en a plein d'autres. Et pour ça, je vous laisserai aller voir sur Seclist. Seclist qui est un GitHub qui regroupe d'énormes, un bon gros paquet de word list pour un peu toutes les utilisations possibles. Donc on a les usernames, enfin on peut faire de l'énumération d'username, on peut faire des fichiers, des directories, et en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est des endpoints GraphQL. Donc vous pourrez aller voir, il y en a un paquet. Ensuite, une autre manière aussi, ça va être de faire de la recherche dans le code source, dans les fichiers sources, de certains mots-clés comme slash query, enfin query, mutation ou GraphQL. On peut le faire de côté serveur si on a accès au code source, mais ça peut être fait aussi côté client dans les fichiers de source JavaScript qui sont affichés dans le front. Donc typiquement ça c'est un fichier JavaScript qui a sur le front, donc pas besoin d'avoir un accès au serveur. Et on voit qu'il utilise une route qui s'appelle non-standard endpoint pour utiliser GraphQL et faire ses requêtes. Donc on voit par exemple ce que je disais tout à l'heure, GraphQL qui est à false, qui est l'interface graphique pour utiliser GraphQL, qui est d'ailleurs pas recommandé en production. Et on va dire que maintenant on a trouvé notre endpoint, donc on va essayer de voir ce qu'il y a dessus. Une manière assez, ce qu'on utilise le plus souvent pour trouver, enfin pour comprendre ce qu'il y a sur notre endpoint, c'est l'introspection. L'introspection, c'est un peu comme nous, quand on fait de l'introspection en tant qu'humain, on va essayer de savoir comment on fonctionne, de comprendre comment on marche, notre corps, etc. Et bien GraphQL, on va lui demander de faire la même chose. On va lui demander de comprendre comment lui-même fonctionne, comment l'API derrière fonctionne et comment son schéma est défini, pour ensuite qu'il nous retourne le tout. Donc en fait de base c'est utilisé par les développeurs, mais en fait nous on va l'utiliser pour avoir beaucoup d'informations. Alors, sur le screen ici, on peut voir un exemple d'une grosse requête d'introspection. Donc, il y en a des plus petites, mais ça, c'est une assez grosse. Ça, c'est le plus gros qu'on peut faire, il me semble. Euh, et en fait, on va lui demander un peu tout. On va lui demander, bah tiens, donne-moi tous les types que tu as, donne-moi toutes les noms, les descriptions de chaque champ que tu utilises, de chaque objet, de chaque query, etc. Et ensuite, en réponse, ça va nous sortir un gros, enfin des milliers ou des centaines de lignes JSON euh, où on pourra avoir des informations. Donc là, typiquement, on a l'information qui a un champ qui s'appelle nom, qui est de type string. On a un champ qui s'appelle surname, qui est de type string aussi. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations pour faire de l'énumération, pour voir des requêtes qui sont cachées, pour voir un peu ce qu'il y a dessus et comprendre ce qu'on attaque en fait. Après, en règle générale, en production, l'introspection est désactivée, mais ça arrive quand même qu'elle n'est pas, et on verra plus tard, on en parlera. Donc imaginons qu'on ait réussi à bien faire notre introspection et qu'on ait des informations sur ce qu'il y a sur cet endpoint, et on ait de quoi en fait faire une requête GraphQL. Donc là, on a réussi à faire une requête avec tout ce qu'on a obtenu. Donc on a vu on avait cette requête là qui pouvait être appelée, donc single user, qui prenait en paramètre user 1, donc un identifiant utilisateur,
et on peut lui demander des champs, donc la clé d'API de la personne, son nom, son nom, enfin son nom de famille et sa date de naissance. Et donc ça c'est une réponse GraphQL à cette requête. Et donc on voit bien qu'on a exactement ce qu'on a demandé. Dans le cas présent, on pourrait se dire oui bon bah c'est assez cheaté on va dire, on peut faire des requêtes sur n'importe quoi. Donc là, dans le scénario, imaginons qu'on puisse faire cette requête sur notre profil à nous, parce qu'on voit que notre clé d'API est la même qu'on a en cookie et que notre UID est le même qu'on a ici. Donc on est l'user 1, donc on peut faire une requête à l'user 1. Voilà. C'est grâce à l'introspection qu'on peut trouver ça, mais on peut aussi le trouver juste en interceptant le trafic avec un proxy comme Burp. Si on va sur un slash profile par exemple, on peut avoir ces informations là. Maintenant on va passer dans la phase d'exploitation, maintenant qu'on a vu un peu comment on pouvait énumérer un endpoint GraphQL. Donc GraphQL c'est vulnérable à un peu toutes les vulnérabilités qu'on retrouve un peu partout. Donc on a les injections basiques, on a les injections SQL, on a les injections NoSQL, on a les command injection, on a des SSRF, des requêtes smuggling, on peut avoir des vulnérabilités liées au contrôle d'accès, donc comme les IDOR, et on peut avoir du DOS avec des grosses requêtes, ou peut avoir de l'abus sur des requêtes ou des configurations qui sont par défaut pas sécurisées, c'est-à-dire qu'on peut utiliser par exemple des requêtes qui sont faites que pour l'administrateur, qu'on n'était pas censé trouver, mais il n'y a pas d'accès, de contrôle d'accès, donc on va pouvoir faire ces requêtes de l'administrateur à sa place. Un petit exemple avec une exploitation d'une IDOR, donc une IDOR c'est une Insecure Direct Object Reference, c'est le fait de demander une ressource ou un objet qui n'est pas censé nous appartenir euh, et on y a accès. Donc c'est qu'il y a le contrôle d'accès a été mal fait, donc un exemple ici, on reprend notre requête de tout à l'heure, on est l'utilisateur avec l'ID 1 et on fait une demande pour les informations à l'utilisateur numéro 10. Et là, on a les informations sur l'utilisateur numéro 10. Donc ça, c'est une IDOR, c'était le fait de demander quelque chose qui n'est pas à nous, en gros. Enfin, d'avoir accès, pas forcément demander parce qu'on peut prendre un refus, mais d'avoir accès à quelque chose qui n'est pas à nous. Et donc là, pareil, deuxième exemple avec l'ID 5 pour vérifier qu'on a bien d'autres informations et ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui est assez triviale, c'est quelque chose d'assez basique, mais en fait, on peut en retrouver assez fréquemment sur des endpoints GraphQL parce que certains développeurs ne sécurisent pas forcément leur endpoint GraphQL. Ils se disent que GraphQL c'est sécurisé par défaut ou ne pensent pas à faire des contrôles d'accès. En fait, ils peuvent faire peut-être des contrôles d'accès sur le front, mais pas forcément sur l'API GraphQL qui est derrière. Enfin, l'endpoint. Un autre type d'exploitation, ça va être les mutations. Alors les mutations, c'est pas une exploitation en soi, c'est un principe de GraphQL, c'est comme des queries. En fait, quand on fait une query, donc je reviens sur la slide d'avant, juste ici, on va demander une information. Donc là, on demande juste la clé d'API, le nom, etc. Et en fait, on ne fait pas de modification sur ce qu'il y a derrière. Et là, avec une query, avec les mutations, du coup, on va faire une modification. Donc on va modifier le contenu qu'il y a derrière. Donc là, par exemple, ça peut être utilisé pour lorsqu'on va se créer un compte sur une application web. Donc on peut utiliser la fonction register du coup qui va prendre en argument un username, un email et un mot de passe. Ça va nous retourner deux objets, token et user, qui ont des informations du genre account token, donc ça peut être une session pour rester connecté sur le site. Et dans l'user, on peut avoir des informations comme des champs comme l'username, l'email ou le rôle. Jusque là, il n'y a pas de vulnérabilité, c'est juste le fonctionnement basique d'une mutation, c'est le fait d'insérer des données dans GraphQL, enfin dans l'endpoint. Du coup, on pourrait se dire, en fait, si notre mutation n'est pas sécurisée, on peut très bien modifier celle-là en l'interceptant ou en la rejoignant, enfin la requête. Et typiquement, on a vu tout à l'heure que l'objet user nous retournait le champ rôle. Et on se dit, bon bah très bien, mais on n'a pas défini de rôle ici. Par défaut, c'est pas défini. Et si la mutation n'est pas sécurisée et qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui a été fait sur cette mutation et qu'on se dit juste bon bah c'est un formulaire qui envoie une requête, on n'a pas besoin de vérifier, eh ben, on peut peut-être se rajouter le rôle admin directement dans la requête GraphQL
pour essayer peut-être de modifier son rôle sur l'application. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le principe de modifier une mutation du coup. On peut se changer les paramètres, on peut essayer de se register avec l'email de quelqu'un d'autre. Bref, il y a pas mal d'options différentes à tester. Maintenant qu'on a vu deux petits principes, enfin deux vulnérabilités de base sur GraphQL, je vais vous montrer quelques outils pour faire des exploitations un peu plus facilement, des reconnaissances ou comprendre un peu mieux grâce à des outils. En premier, on a un outil qui est pour moi indispensable quand on a de l'introspection activée, c'est GraphQL Voyageur. Donc c'est en ligne, hein, c'est un site en ligne qu'on peut utiliser. Euh, GraphQL Voyageur, en gros, c'est on prend le résultat de notre requête d'introspection dans toutes les centaines ou les milliers de lignes de JSON dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on va aller les coller dans cet outil-là du coup. Et lui, il va parser tout ça et il va nous ressortir un visuel de tout ça pour mieux comprendre ce que c'est, enfin pour mieux comprendre ce qu'on a derrière. Et par exemple, là, on a trois queries possibles qu'on a trouvé avec l'introspection. Et celle qu'on a faite tout à l'heure, typiquement, on a single user qui prend tous ces objets-là, enfin ces champs en paramètres. Et donc on a le nom, on a la date de naissance, le clé d'API, tout ça. Et on a aussi le type de chaque donnée. Donc on a le string ici, on a un int, là on a des ID. On voit qu'on a aussi d'autres queries. On peut faire une query to all users. On peut voir s'il y a des users qui sont peut-être admin. Ça peut être intéressant pour peut-être cibler ce genre d'attaque, enfin cibler ce genre de compte. On a des posts du coup avec les auteurs. Enfin bref, ça peut être assez cool pour visualiser ce qu'on a derrière sans forcément devoir essayer de lire le JSON à la main et de parser tout ça. Ça peut être assez long et assez brut de décrochage. Ça c'est moins un outil, c'est une extension Burp du coup. Ça peut vous éviter d'avoir pas mal d'outils ouverts à droite à gauche et tout centralisé dans Burp Suite. Je trouve ça pas mal perso. Donc c'est une extension qui s'appelle InQL, qui de base est un outil en ligne de commande qui a été adapté pour Burp Suite. C'est un outil qui va nous permettre de faire quelques attaques basiques et de l'introspection sur nos endpoints. Donc par exemple aussi si vous naviguez sur un site avec le proxy burp activé et que vous faites une requête et qu'il y a un endpoint GraphQL et que vous l'avez pas remarqué, cette extension là elle va vous relever l'alerte. Ah regardez, attention il y a un endpoint GraphQL ici. Mais le plus intéressant ça va être un peu comme l'outil d'avant, donc GraphQL Voyageur, de simplifier le résultat de ce gros pavé de JSON que nous sort l'introspection. Et là, typiquement, on a exactement les mêmes queries qu'on avait avant, donc ici, là, et on a des exemples de queries GraphQL qu'on peut faire. Donc là, typiquement, on a query avec l'objet single user qui prend en argument un user avec un identifiant. C'est exactement la requête qu'on a fait tout à l'heure, et il nous montre la requête à adopter sans qu'on ait rien à lui demander. Donc ça peut être assez pratique aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur cette API. Enfin, on a aussi pour moi le couteau suisse lors d'une attaque d'un endpoint GraphQL, c'est GraphQL Map, parce qu'il permet de faire pas mal de choses différentes. Déjà, on va pouvoir interagir avec le schéma, avec GraphQL du coup, avec l'endpoint. Donc ça c'est basique, c'est juste faire des requêtes, mais bon, c'est assez pratique de tout avoir centralisé sur un outil. Et en plus, il y a de l'autocomplétion sur les requêtes GraphQL, parce que la syntaxe des fois, bon, on peut oublier une accolade ou autre. Ensuite, on peut récupérer le schéma, on peut le dump pour avoir des informations sur ce qu'on attaque aussi, donc via l'introspection ou autre. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est l'attaque par brute force, soit des champs ou des paramètres. Je vous ai parlé tout à l'heure que l'introspection pouvait être désactivée dans certains environnements, et dans ce cas-là, on ne peut pas trouver d'informations assez facilement sur notre endpoint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une attaque par force brute pour essayer de trouver des champs qui peuvent être utilisés. Donc on va faire des requêtes à certains champs. Donc on peut faire une requête à user, on peut faire une requête à post, commentaire. Bref, on va essayer du coup faire une attaque par brute force pour voir comment l'endpoint répond à certaines requêtes. Donc on peut utiliser des word lists de mots anglais simplement pour essayer de requêter un maximum de choses et comparer les différentes requêtes. Enfin réponses du coup. Et un autre point aussi, bon on peut faire pas mal de types de brute force, mais aussi brute forcer les paramètres
Les paramètres, c'est par exemple mon user 2 points user 5. Ah ben, on peut brute force l'identifiant 5 grâce à ces outils, ou enfin c'est un exemple. Et bref, pour le brute force, ça peut être pas mal. Et enfin, une option qui est aussi assez intéressante sur cet outil, ça va être les injections SQL ou NoSQL. Ou alors il y a aussi tout, il y a du MS SQL, du MySQL, du PostgreSQL. Et donc ça peut être intéressant parce que l'outil va nous permettre de faire des injections et vérifier si la cible est vulnérable à des injections SQL ou NoSQL directement depuis l'outil. Et ça c'est intéressant aussi. Donc voilà pour ce troisième outil qui est aussi intéressant. Pour aller plus loin, je vous mets quelques ressources ici. Donc il y a certains PDF comme sur ExploitDB ou le WASP qui ont fait des vulnérabilités, enfin des présentations sur l'exploitation de GraphQL. On a Axtrix et Payload All the Thing forcément pour les payloads, les injections, etc. Yesquiac qui a fait un petit article sur comment exploiter les endpoints GraphQL, et ApolloGraph qui est un framework assez connu dans le développement GraphQL qui a fait une petit article sur comment sécuriser son API GraphQL. Maintenant qu'on a vu comment exploiter tout ça, on va essayer de voir quelques recommandations qui peuvent être faites pour sécuriser un endpoint GraphQL. Alors, premier truc à faire déjà, c'est sécuriser, enfin désactiver l'introspection. L'introspection, comme on a vu, ça donne beaucoup d'informations pour l'attaquant. Alors certes, c'est utilisé par les développeurs, c'est bien, mais on sait que ce qui est utilisé par les développeurs, c'est pas forcément c'est forcément ce qui est aussi utilisé par les attaquants. Donc on désactive l'introspection. Après, si l'introspection est désactivée, il y a toujours moyen de brute force, mais c'est toujours un moyen de limiter. Et on me dirait, bon bah, ok, on a le brute force, on va éviter qu'il y ait du brute force, donc on va mettre un rate limiting, c'est-à-dire limiter les requêtes. Alors oui, mais non, parce qu'en fait on a vu au début que GraphQL on peut stacker plusieurs requêtes dans une seule requête HTTP. Donc en fait on peut très bien faire 10 000 requêtes GraphQL dans une seule requête HTTP, donc en fait il n'y a plus d'intérêt de faire du rate limiting. Alors c'est toujours bien à mettre en place, mais dans notre cas ça ne sera pas utile. Donc ce qu'on va mettre en place c'est du size limiting. Donc en fait on va limiter le nombre de caractères dans notre requête. Donc par exemple si notre requête n'a pas besoin de faire plus de 2000 caractères, bah si notre requête fait plus de 2000 caractères, bah elle est rejetée tout simplement. Pareil après il y a de la profondeur, on va limiter la profondeur, c'est-à-dire qu'en fait on peut stacker plusieurs requêtes dans une requête, dans une requête, dans une requête, et à force ça peut appeler plusieurs ressources serveurs et ça peut nous créer un DOS. Si on fait trop de requêtes dans une requête, il va trop loop du coup. Donc en fait, tout ce qu'on peut limiter, il faut le limiter. Après, c'est la base, mais en GraphQL, c'est important aussi. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place des whitelists. Ça, c'est le must à faire. C'est que bah, vous savez que votre utilisateur a besoin de faire telle requête. Bah, vous whitelistez la requête pour my account ou profile. Mais si l'utilisateur n'a pas besoin de faire une requête à /admin, enfin en tout cas une fonction admin, bah vous la blacklistez. Enfin en tout cas vous faites un whitelist, pas de blacklist. C'est un peu plus compliqué. Après, ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de mettre un contrôle d'accès, donc une authentification, par exemple pour les fonctions admin, comme je disais, ou d'autres. Donc on peut mettre du JWT ou des authentifications par basic auth. Enfin bref, il y a pas mal d'accès, enfin pas mal d'options qui s'offrent à vous. Et enfin, pour éviter tout ce qui est injection, on va faire une validation des entrées côté serveur, parce que oui, il y a les int, donc on peut vérifier si, oh tiens, c'est bien int machin, mais les strings, ça peut être pas mal injecté. Et du coup, on va éviter de laisser GraphQL vérifier tout seul ce que un utilisateur envoie, et ça c'est un peu la base de chaque vulnérabilité, on fait une validation des inputs. Voilà pour cette introduction à l'exploitation de GraphQL. Donc je vais vous laisser pratiquer un peu pour le closier sur ces 4 challenges. Pour ceux de RootMe, vous avez aussi ces 4 challenges. Le backend injection et le injection sont en premium. Il y a l'introspection qui est disponible, et avant il y avait un challenge qui s'appelait juste GraphQL, il a été renommé en GraphQL Mutation maintenant qu'on a un peu plus de challenge sur le sujet. Et voilà, est-ce que vous avez des questions